Bonsoir à tous et très ravi de vous retrouver pour cette nouvelle session d'information. À la une de l'actualité ce 16 décembre 2015, ce sont les recommandations du Conseil constitutionnel pour l'organisation des prochaines échéances électorales, des suggestions adressées à la CENI et aux partis politiques. 40e anniversaire de la CEDEAO, qu'en est-il de l'intégration sous-régionale? Le cas du Burkina sera évoqué dans ce journal. En santé, il sera question de la lutte contre le sida. Une malade atteinte du virus partage avec vous son histoire. Et fini la phase de validation des résultats de l'élection présidentielle du 29 novembre par le Conseil constitutionnel. La confirmation de la victoire du président élu Roch-Marc Christian Kaboré étant prononcée, l'institution présidée par Kassoum Kambou aura la charge de l'investir. Joël Zoundi nous résume ici les missions du Conseil constitutionnel. La Constitution du 11 juin 1991 a confié au Conseil constitutionnel le rôle de contrôler les élections nationales. L'article 152, alinéa 2 de la dite Constitution, dispose que le Conseil constitutionnel contrôle la régularité, la transparence et la sincérité du référendum, des élections présidentielles, législatives et est juge du contentieux électoral. Il proclame les résultats du référendum des élections présidentielles et législatives. L'article 153 du Code électoral dispose que dans le cas où le Conseil constitutionnel constate des irrégularités graves de nature à entacher la sincérité du scrutin et à affecter le résultat d'ensemble de celui-ci, il prononce l'annulation de l'élection. Le gouvernement fixe alors par décret pris en Conseil des ministres la date du nouveau scrutin qui a lieu au plus tard dans le mois suivant la date de la décision du Conseil constitutionnel. Dans les 48 heures qui suivent la proclamation des résultats provisoires par la Commission électorale nationale indépendante, lorsqu'il constate des irrégularités, tout candidat au scrutin peut contester la régularité des opérations électorales sous forme d'une requête adressée au président du Conseil constitutionnel. Les résultats définitifs de l'élection présidentielle sont proclamés par le Conseil constitutionnel dans les 15 jours qui suivent l'expiration du délai imparti par les recours contentieux. La proclamation est faite en audience publique au Conseil constitutionnel. Lorsqu'un candidat est déclaré élu président du Faso au premier tour ou au second tour, il prête serment devant le Conseil constitutionnel au cours d'une cérémonie d'investiture. C'est la même juridiction qui reçoit la déclaration écrite des biens du président du Faso le jour de sa prestation de serment, conformément aux dispositions de l'article 45 de la Constitution. Le Conseil constitutionnel peut ordonner toute mesure d'investigation pour vérifier les informations contenues dans les listes des biens qui lui sont communiqués. Et en proclamant les résultats définitifs de l'élection présidentielle hier, le Conseil constitutionnel a aussi procédé à l'annulation des résultats de 83 bureaux de vote suite à des irrégularités. Pour éviter de tels manquements à l'avenir, des recommandations ont été formulées à l'endroit de la CENI et des partis politiques. Le point avec Ibrahim Zongo. Le Conseil constitutionnel a publié ce mardi 15 décembre 2015 les résultats définitifs de l'élection du président du Faso, conformément aux dispositions du Code électoral qui stipule qu'il doit publier les résultats définitifs de l'élection du président du Faso dans les 15 jours qui suivent la proclamation provisoire par la CENI. Mais en dépit du caractère régulier du scrutin reconnu par le Conseil constitutionnel, l'institution de dernier ressort a noté quelques manquements qu'il convient d'éviter les prochaines fois. La vérification des voix pour s'assurer que l'électeur n'a pas déjà voté n'est pas systématique. L'emplacement de certains bureaux de vote dans des endroits inappropriés. L'omission par les membres de certains bureaux de vote de signer le procès verbal ou d'y apporter toutes les mentions et indications des juges. De joindre au procès verbal la fait du document ou inversement, d'indiquer le nombre de personnes inscrites sur la liste électorale, d'annexer le procès verbal et de bien. Constat fait de ces difficultés et manquements, le Conseil constitutionnel a proposé toute une pléiade de recommandations aussi bien aux autorités qu'à la CENI et aux partis politiques. À l'endroit de la Commission électorale nationale indépendante, améliorer la formation des membres des bureaux de vote afin qu'ils respectent les prescriptions relatives aux prix destinés au Conseil constitutionnel. Instruire les membres des bureaux de vote de harasser au fur et à mesure le bulletin de vote conformément aux dispositions de l'article 67 du Code électoral.
ces dispositions sont difficilement applicables à la pratique, proposez alors une règle dispensaire 6. Éviter d'installer des bureaux de vote dans des endroits ne garantissant pas la sérénité des élections en violation de l'article 112 alinéa 3 du Code électoral. Améliorer le système d'éclairage des bureaux de vote quand cela est nécessaire. S'assurer que tous les électeurs détenteurs de leur carte d'électeur figurent sur la liste électorale afin de leur permettre de voter. Il a également recommandé aux partis politiques de sensibiliser leurs militants afin de réduire considérablement le nombre de bulletins de vote nuls. Autre information, faire de l'intégration au sein des 15 pays membres de la CEDEAO une réalité. C'est l'une des missions que s'est fixée cette organisation intergouvernementale ouest-africaine. Au Burkina Faso, les gouvernants travaillent depuis une décennie dans ce sens. Un comité permanent de l'intégration a même été mis en place. Des précisions avec Hassan Nakro. L'intégration sous-régionale est en passe d'être une réalité. Depuis 20 ans, le Burkina Faso, dans sa politique de gouvernance, accorde une place importante aux communautés étrangères vivant dans le pays, comme le souligne Issa Bansé, secrétaire permanent par intérim du Comité national de l'intégration. Au Burkina Faso, il faut dire que la question de l'intégration des communautés vivant au Burkina Faso est une question très importante. Elle a été prise en compte depuis une vingtaine d'années, notamment à travers la création de notre secrétariat permanent, qui a été créé par décret le 27 mars 1998. C'est un secrétariat qui a pour mission essentielle de sensibiliser les communautés étrangères vivant au Burkina Faso sur leurs droits, leurs devoirs et sur les conditions essentielles pour une véritable intégration, une vraie participation à l'économie nationale, ou également aussi sur le plan culturel, sur le plan de l'éducation, sur le plan de la santé. Pour renforcer cette intégration et permettre à ces communautés de mieux s'épanouir, l'État burkinabé a initié régulièrement des rencontres avec ces communautés. Régulièrement, par exemple, le SPCNI, comme on l'appelle, organise des rencontres régionales sur l'intégration afin de sensibiliser les autorités administratives régionales, les communautés vivant dans les différentes régions du Burkina Faso, sur leur véritable contribution au développement du Burkina Faso. Et à ce titre également, nous organisons le Forum national d'intégration, pendant lequel on met en exergue les différentes potentialités des communautés vivant au Burkina Faso. Ainsi, le train de la libre circulation des personnes et des biens, ainsi que l'intégration des communautés dans l'espace CEDEAO semble bien parti, même si la mise en œuvre rencontre quelques difficultés. Et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, célèbre aujourd'hui son 40e anniversaire, créé en 1978 dans l'optique de promouvoir la coopération et l'intégration. La CEDEAO peine à devenir une puissance économique régionale d'envergure. Elle s'est toutefois impliquée dans la résolution des crises dans les 15 pays membres de la communauté. L'historique de sa création nous est présenté par Joël Zoundi. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO est une organisation intergouvernementale ouest-africaine créée le 28 mai 1975. Sa principale structure destinée à coordonner les actions des pays de l'Afrique de l'Ouest. Son but principal est de promouvoir la coopération et l'intégration avec pour objectif de créer une union économique et monétaire ouest-africaine. Dès 1978, la CEDEAO se dote de prérogatives diplomatiques et adopte un pacte de non-agression pour aider au maintien de la paix dans la zone. En raison des tensions entre différents pays, la CEDEAO a décidé en 1978 d'adopter un protocole de non-agression suivi en 1981 par le protocole d'assistance en matière de défense et une déclaration des principes politiques en juillet 1991. Mais c'est en 1990 que l'aspect sécuritaire de la CEDEAO a été appliqué concrètement.
lors de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, il fut décidé de mettre en place un groupe de surveillance, l'application d'un cessez-le-feu, l'Economic Community of West African State Ceasefire Monitoring Group, ECOMOG. Ce groupe de supervision est vite devenu une force d'interposition et est intervenu notamment dans les guerres civiles du Libéria, de la Sierra Leone et de la Guinée-Bissau. En 1999, à la suite de différentes guerres civiles, les États membres décidèrent de la création d'une force de sécurité en attente. Cette force conserve son appellation d'origine. En 1999, à la suite des différentes guerres civiles, les États membres décidèrent de la création d'une force de sécurité en attente. Cette force conserve son appellation d'origine ECOMOG et ses principales tâches seront entre autres l'observation et la supervision des cessez-le-feu, le maintien de la paix, l'intervention humanitaire, le déploiement préventif, la construction de la paix, le désarmement et la démobilisation. Lors du sommet d'Abuja le 14 juillet 2006, les chefs d'État de la CEDEAO ont approuvé une modification de l'organisation. Le secrétariat est remplacé par une commission de 9 commissaires issus à tour de rôle des pays membres. La CEDEAO peine à devenir une puissance économique régionale d'envergure, notamment à cause du faible PIB du nombre de ses pays membres. La plupart des pays membres ne payent pas leurs contributions financières. Sur les 15 États membres, seuls 5 pays sont à jour de leurs cotisations. En outre, peu de pays appliquent la taxe à l'exportation destinée à financer les activités de la communauté. La suite de cette édition rappelait aux opérateurs économiques et responsables d'entreprises les conditions de participation d'Africalia 2016 et les opportunités qui pourraient s'ouvrir à eux. C'est l'objectif visé ce matin par une rencontre initiée par le comité d'organisation du forum. Des échanges jugés fructueux par les participants qui saluent l'initiative. Philippe Ada, reportage. Après les journalistes qui ont été éclairés hier, mardi 15 décembre, sur l'organisation d'Africalia, ce 16 décembre a été le tour des opérateurs économiques et des porteurs de projets d'être informés en long et en large sur l'organisation du 4e Forum ouest-africain de développement des entreprises fixé pour les 24, 25 et 26 février prochains. Donc ce matin, la rencontre était essentiellement de faire un rappel parce que je dois dire que le Forum Africalia existe depuis 2010. Donc les PME quand même doivent connaître ce forum maintenant. Et ce matin, il s'agit pour nous de leur faire un rappel un peu sur le concept Africalia, sur les conditions de participation et leur donner l'opportunité de pouvoir répondre à des questions de participation qui peuvent se poser à leur niveau. Les échanges ont porté sur les inscriptions, le mode de fonctionnement et les profits que les entreprises participantes pourraient tirer des rencontres B2B qui constituent l'essentiel d'Africalia. Je crois que les échanges ont été très fructueux en ce sens que ça nous a permis de savoir que Africalia est une organisation qui va nous permettre de rencontrer des hommes d'affaires d'autres pays et aussi de notre pays pour rendre beaucoup plus fructueux nos affaires. C'est ma première fois en fait de m'approcher de cette initiative d'Africalia que je connaissais juste comme ça un peu de loin, mais aujourd'hui ça m'a permis en fait de savoir exactement ce que c'est, les opportunités qui sont offertes aux entreprises à travers les rencontres B2B que favorise Africalia. Et déjà les élèves d'un jour se convainquent du bien fondé du forum qui pourrait leur permettre en 48 heures de nouer des relations en vue de faire de bonnes affaires. Pour une entreprise d'affaires et pour une nouvelle entreprise comme la nôtre, je pense que c'est une très bonne occasion de pouvoir participer en fait à Africalia et je compte bien y participer. Environ 150 entreprises burkinabèses sont attendues à Africalia 2016 et d'ores et déjà les inscriptions sont ouvertes au prix de 250 000 francs CFA pour les nationaux et 525 000 pour les étrangers. Face aux multiples plaintes formulées par sa clientèle pour ce qui concerne certains de ses produits, l'opérateur de téléphonie mobile Airtel Burkina rompt le silence. Face aux journalistes ce matin, les responsables d'Airtel ont apporté des éclaircissements sur certaines préoccupations de leurs clients. Cheikh Omar Bandaogo. Depuis un certain temps, ce n'est pas le grand amour entre la société de télécommunications Airtel et ses consommateurs.
Il aurait donc fallu pour les premiers responsables de l'entreprise d'être face à la presse ce 16 décembre pour clarifier certaines situations. Mais un retour sera d'abord fait sur les principales plaintes des clients. Nous recevons régulièrement à travers nos canaux que sont les centres d'appel ou bien les boutiques des plaintes qui sont autour de l'Internet. Comment est-ce que mon forfait est facturé? Comment est-ce que comment se fait-il que mon forfait finit vite, etc. Ou bien j'ai souscrit à un service à valeur ajoutée qui me prend de l'argent, ou bien j'ai appelé le call center, je n'ai pas pu avoir gain de cause rapidement. C'est ce genre de plaintes que nous traitons. Incompréhension ou véritable dysfonctionnement dans le système de RTL? Il y a plus de raisons de penser que les produits qu'offre la structure, du fait de l'augmentation de la qualité, impliquent qu'elle situe ses utilisateurs. Il nous appartient en tant qu'opérateur d'expliquer les choses pour que ce soit le plus facilement compris de nos utilisateurs. Aujourd'hui, les téléphones sont devenus des véritables ordinateurs. Il nous appartient en tant qu'opérateur aussi d'aider les gens à configurer les services, à utiliser leur téléphone, parce que nous avons l'expertise. Et donc, c'est cette démarche de communication qui est un effort continu, comme je l'ai dit. Nous avons, en plus des médias classiques, des équipes qui sillonnent les différentes villes et localités du pays pour pouvoir expliquer aussi. Face à ce imbroglio qui, du moins, mécontente les consommateurs, les responsables de la société, en plus de la campagne d'information, innovent du côté technique. Difficulté avec l'Internet qui est de pouvoir être facturé uniquement sur les forfaits. Nous avons permis aux abonnés aujourd'hui de l'activer ou la désactiver. La difficulté du suivi des forfaits, nous avons mis en place une application qui permet aux gens de suivre l'évolution de leur forfait. Donc en plus des alertes qui vous disent vous êtes à 50% de consommation, vous êtes à 80% ou à 100%, nous avons développé une application où vous pouvez, pour les gens qui utilisent des smartphones, suivre leur consommation Internet. Il faut noter que la campagne d'information entreprise par RTL depuis juillet dernier continue son bonhomme de chemin avec à ses côtés des rencontres d'échange avec les associations des consommateurs. Après plusieurs années d'étroite collaboration, le Centre national de transfusion sanguine et l'entreprise Burkina Équipement ont signé aujourd'hui une convention, un partenariat qui s'annonce déjà bénéfique pour les deux structures. Ibrahim Zongo, reportage. Le Centre national de transfusion sanguine et l'entreprise Burkina Équipement mutualisent leurs actions pour aller au sauvetage des personnes anémiées. Après plusieurs années de collaboration, les deux structures ont décidé de formaliser ce partenariat par la signature d'une convention ce mercredi 16 décembre 2015. Nous avons une relation avec le centre de transfusion sanguine depuis déjà plusieurs années que nous concrétisons par des dons du sang réguliers, deux fois par an au minimum. Et ces relations étant bonnes, nous avons considéré qu'il pouvait être tout à fait bénéfique pour les deux structures de formaliser ces relations par la signature d'une convention. À travers la mise en forme régulière de ce partenariat, c'est parti pour un partenariat gagnant-gagnant avec d'une part la sensibilisation aux dons de sang et d'autre part la promotion de Burkina Équipement. Concrètement, ce qui a dégagé, Burkina Équipement a appuyé la formation de pères éducateurs, qui vont accompagner dans la promotion du don de sang, non seulement au niveau de l'entreprise, mais également partout où ils se trouveront pour le renforcement des activités de collecte. Donc, concrètement, c'est la promotion du don de sang et c'est les collectes de sang au sein de l'entreprise et tout appui qui aidera le CNTS à atteindre ses objectifs pour que nul ne meure par manque de sang. Et pour poser déjà les prémices de ce partenariat, Burkina Équipement a offert une enveloppe financière de 230 000 francs à une association de prise en charge des personnes affectées. Nous saluons vraiment ce geste du personnel de Burkina Équipement qui a pensé vraiment aux personnes infectées et affectées pour donner leur contribution aussi à ce que l'association puisse améliorer leur prise en charge. Donc, ce geste que nous venons de recevoir éventuellement ira droit à l'amélioration vraiment des activités que nous faisons à l'endroit vraiment de toutes ces personnes-là.
La signature de cette convention entre le Centre national de transfusion sanguine et l'entreprise Burkina Équipement s'est close par des remises d'attestation à des employés qui se sont distingués dans la fréquence du don de sang. Réuni hier en Assemblée générale, le secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre la pratique de l'excision a installé ses nouveaux membres. Une rencontre qui a aussi permis de faire le point des acquis de 2014, les différentes difficultés rencontrées et la mise en place de nouvelles stratégies afin que la tolérance zéro soit une priorité. Et c'est à Ouarglaye, dans le centre-est, que la 28e journée mondiale de lutte contre le sida a été commémorée hier en différé. Pour venir à bout de cette maladie, les autorités ont insisté sur le dépistage et le traitement antirétroviral. Après plusieurs années de lutte contre le sida, de 7% de prévalence en 1997, le Burkina enregistre de nos jours une prévalence de 0,92%. Le bilan de la lutte contre le sida, c'est avec Gaël Rodrigue. Voilà plus de 2 décennies que l'épidémie du sida est en train de faire ravage à travers le monde. Les premiers cas de virus ont été découverts au Burkina Faso autour des années 86. Depuis lors, des actions ont été entreprises par les autorités pour venir à bout de cette maladie qui ne cesse de faire des victimes. Des associations de lutte contre le sida, des infrastructures sanitaires et la ressource humaine ont été vite mobilisées. Des actions qui ont porté fruit. Ainsi, de 7% de prévalence en 1997, le Burkina Faso enregistre de nos jours une prévalence de 0,92%. Au niveau du traitement, les antirétroviraux sont disponibles gratuitement et sans rupture dans les formations sanitaires pour tous ceux qui s'y présentent. On dénombre actuellement près de 50 000 personnes qui sont sous traitement continu. Cependant, on note une certaine difficulté dans le volet dépistage. Parmi la population burkinabé, 25% seulement ont fait les tests de dépistage et connaissent leur sérologie. Mais 80% des séropositifs connaissent leur statut et sont pris en charge dans les centres de santé. Comme au Burkina Faso, des avancées sont enregistrées à travers le monde. Ainsi, on note une diminution de 35% des nouvelles infections à VIH depuis 2000 et 42% de régression du taux de décès liés au sida depuis le pic de 2004. 58% de diminution des nouvelles infections à VIH parmi les enfants depuis 2000 et une augmentation de 84% de l'accès à la thérapie depuis l'an 2000. Plus de 36 millions de personnes vivent avec le VIH dans le monde et près de 18 millions ne savent pas qu'elles portent le virus. Environ 22 millions n'ont toujours pas accès au traitement. Dans le cadre des objectifs de développement durable ODD, la communauté internationale s'est engagée à mettre fin à l'épidémie de sida à l'horizon 2030. Pour cela, elle a entrepris des actions suivantes. 90% de toutes les personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut. 90% des personnes qui connaissent leur séropositivité au VIH ont accès au traitement et 90% des personnes sous traitement ont une charge virale supprimée, c'est d'ici 2020. Et à l'occasion de cette commémoration, votre télévision Burkina Info a tendu son micro à une malade atteinte du virus du sida. Son témoignage a été recueilli par Gaël Rodrigue. Le Burkina Faso a commémoré ce 15 décembre la journée mondiale de lutte contre le sida. 0,92%, c'est le taux de prévalence du sida dans notre pays. Cette femme que nous avons décidé de nommer Madame Espoir vit avec le VIH-sida depuis 25 ans. Elle nous explique comment elle a découvert sa sérologie. J'ai découvert ma sérologie en 1990 lors d'une maladie de mon défunt mari. Et on avait fait le test et il était positif. On a profité de faire mon test aussi et j'étais aussi positif. Madame Espoir va annoncer cette nouvelle à ses proches et la prendra du bon côté. Au tout début, moi, ça ne m'a rien dit. Je n'ai pas, parce que dans les années 90, on ne parlait pas beaucoup. Donc, moi, ça ne m'a rien dit, si bien que j'ai partagé ma sérologie avec beaucoup de gens, sans connaître, avoir une arrière-pensée. C'est après quelque temps que ma grande sœur, étant de la santé, est venue me dire que non, il ne faut plus dire aux gens. Comme certains malades,
Elle dit n'avoir pas été victime d'abandon des siens. Par rapport à la maladie, c'est mon défunt mari qui est décédé, qui a été malade. Et suite à ça aussi, j'ai eu un enfant qui a été malade, qui est décédé du VIH, parce qu'il n'y avait pas de traitement autant en 92. Sinon, particulièrement ma famille, mes amis, personne ne m'a rejeté. Parce que moi, en particulier, je n'ai pas caché ma sérologie. Je sais que j'ai été à l'école de la santé. Après ma formation, mon premier poste là où on va affecter, le premier entretien que j'ai eu avec mon médecin-chef, je lui ai informé de ma situation sérologique. D'ailleurs, après le décès de son premier mari, Madame Espoir s'est remariée à un séropositif et aura avec lui 2 enfants sains. Je suis remariée avec quelqu'un qui est infecté du VIH comme moi. Nous avons 2 enfants sains. L'activité sexuelle même va avec la santé. Tu peux mener une vie de couple sans problème dans ton foyer, même avec une personne non infectée. Parce que avec le traitement actuellement que nous avons, ça donne une charge virale indétectable et ça donne moins de contaminaison. Et il y a les préventions aussi à prendre. Il y a les condoms qui sont là, qu'on peut prendre pour vivre avec une personne vivant avec le VIH. Pour tous ceux qui continuent à rejeter les malades du sida, elle leur lance cet appel. Pour ceux qui sont là à rejeter les malades du sida, c'est pour leur dire que c'est la première... Moi, je pense que c'est la première prise en charge. C'est le premier courage que la personne vivant avec le VIH a besoin. L'acceptation de la famille, l'acceptation de son entourage. Si Mme Espoir a eu la chance d'être acceptée par son entourage, elles sont nombreuses les personnes qui sont victimes de rejet et de stigmatisation de la part de leurs proches. La suite de cette édition hors de chez nous. Après 6 mois de travaux de réhabilitation, le pont Charles de Gaulle, l'un des 3 ponts qui relient le nord et le sud d'Abidjan, est désormais fonctionnel. Le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Donkan a procédé ce mercredi à la réouverture officielle de l'infrastructure routière. Soulignons que ce pont qui date de 1969 est l'un des mythiques ponts de la Côte d'Ivoire, après le pont Félix Houphouët-Boigny. Et au Niger, on apprend que plusieurs officiers supérieurs auraient été interpellés depuis hier à Niamey. Au moins 4 généraux et colonels, dont le commandant de la base aérienne et l'inspecteur général des armées, auraient été interpellés. Selon des sources, le nombre d'arrestations n'est pas encore définitif. Des officiers subalternes ont aussi été mis aux arrêts. Pour l'heure, aucun motif d'arrestation n'a été donné. Toutefois, ces interpellations surviennent après l'attaque du siège du parti présidentiel en début de semaine. Et des milliers de Sud-Africains ont manifesté ce mercredi dans plusieurs villes du pays pour demander la démission du président Jacob Zuma. Une vague de contestation née du limogeage d'un ministre des Finances très respecté en Afrique du Sud. Il aurait été remplacé à ce poste clé par un député inexpérimenté. Les manifestations reprochent surtout au président Zuma d'avoir plongé l'économie de ce pays dans la tourmente. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi et très bonne suite de nos programmes.